Alright, boy. It's all about the motherfucking money. 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 Et toi, j'ai vu que tu es resté aux États-Unis jusqu'en 2009. Ouais. Donc du coup, tu as fait quoi pendant ces années là-bas? Eh ben, moi, quand j'étais là-bas, après, derrière, j'ai monté 2-3 business avec des mecs là-bas qui n'avaient rien à voir avec le textile. Et entre-temps, je revenais en France. Je revenais en France pour la famille et j'allais au Luxembourg et j'étais en pleine création d'un fonds d'investissement qui a vu le jour aujourd'hui, mais il y avait des démarches à faire qui étaient très très longues à faire. Voilà. Et à un moment, j'ai voulu revenir dans le textile avec des idées nouvelles, donc je suis revenu avec le projet Dia7. C'est voilà. Vers 2009. Vers le 2009, voilà. Parce que, excuse-moi de te couper, entre-temps, ta marque, elle devient quoi ça, ça continue. Alors, il y a la crise économique qui commence à arriver. Bien entendu, on est de 25 millions, la boîte, le chiffre a commencé à redescendre. Mais bon, l'argent est rentré et on va dire qu'à un moment, j'avais plus d'inspiration. Et mon contrat arrivait à terme. Et à un moment, avec le groupe GIG, à un moment, j'ai voulu, dans les phases de renégociation, on ne s'est pas mis d'accord. Donc je me suis dit, bon, j'ai pris assez d'argent comme ça, je vais peut-être pouvoir fonctionner en solo. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré une personne dont j'ai même pas envie de donner le nom, mais bon, il y a eu un super bon feeling et il me dit voilà, c'est peut-être le moment de développer une ligne sport, puisque tu n'as plus la licence NBA, peut-être on peut développer une ligne sport technique et dessus, moi je peux t'aider à te donner des idées, etc. Donc on a décidé de créer une ligne de vêtements qui s'appelait Dia7 et le concept c'était de faire des vêtements intelligents et d'utiliser des matières techniques et de ramener des éléments qui allaient donner de la valeur. Et moi, avec mes contacts, j'ai ramené Microsoft France, qui ont participé au projet, qui se sont associés avec nous. Donc il y avait des vêtements faits par Dia, mais la conception était faite par Microsoft. Les vêtements, c'est quoi des vêtements intelligents? Quand je dis les vêtements intelligents, c'est des vêtements où dessus, tu as un survêtement, tu avais la capuche avec les ficelles, c'était des écouteurs. Directement qui rentraient, tu avais une prise jack pour poser ton iPad ou ton téléphone. Tu avais certains vêtements dans lesquels tu avais des capteurs et à la fin de ton entraînement, tu pouvais savoir combien de calories tu as éliminé. Okay. Ce qu'on appelle les vêtements intelligents. Aujourd'hui, c'est des vêtements qui sont utilisés mais pour les clubs de foot, voire les clubs de rugby. Et donc c'est un projet qui a été passionnant parce qu'après, derrière, Microsoft, eux, ils nous ont ramené HTC, j'ai fait un téléphone portable avec eux, c'était vraiment... c'était très bien. C'était super bien parti. Le groupe qui gérait la communication, c'était Publicis. J'étais parti dans un truc qui était même au début plus haut de ce que j'avais fait par rapport à Dia. Ouais. Et après, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé parce que derrière, j'avais une personne qui voulait exister à travers moi et qui se sentait, on va dire, oubliée. Et cette personne-là est intervenue. Donc, il y avait des investissements qui avaient été faits parce qu'on avait fait 3 ans de communication. Hein. Donc tous les ans on faisait des fêtes sur un bateau, donc on l'a fait pendant 2-3 ans. La 3e année, au moment où il m'a lâché, c'était une catastrophe parce que moi derrière les gens me connaissaient, donc je faisais toujours des acomptes pour aller sur un bateau et quand je suis arrivé sur le bateau, mon partenaire lui m'avait complètement lâché, donc il n'est même pas venu sur le bateau. Je me suis retrouvé comme un con avec le capitaine qui disait quand est-ce que je vais recevoir le reste. Il y a des chèques qu'il ne devait pas encaisser, enfin c'était toute une histoire. Voilà. C'est là où il y a eu des histoires. Des histoires. Voilà. Donc moi, après, derrière ce projet Dia7, qui m'a fait beaucoup de bien parce que pendant la période où je perdais du chiffre d'affaires sur Dia, j'ai relancé Dia7, donc il commençait à avoir une actualité et les produits n'étaient pas encore rentrés en magasin. Hein. Et c'est au moment où les produits devaient rentrer en magasin, c'est là que tout est parti en couille. Voilà. Donc après, derrière, quand il y a des problèmes, on cherche toujours la petite bête. Oui, ils auront su avoir que j'avais encore un contrat de licence avec GIG. Ça a été toute une histoire. Bon, résultat de l'histoire, c'est que lui, sa structure, elle a fait le dépôt de bilan. On s'est séparés du mieux qu'on a pu. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai réglé les dettes qu'il fallait régler et je suis reparti aux États-Unis faire 1 an là-bas. Ok. Ouais, 1 an. Moi, les États-Unis, pourquoi les États-Unis, moi, c'est... Comme je dis, j'ai rien inventé. Moi, je m'inspire des États-Unis. Si aujourd'hui j'ai réussi à gagner un peu d'argent, c'est parce que j'étais inspiré par les États-Unis. Voilà. C'est là-bas que je sortais mes idées. Donc, je suis reparti aux États-Unis et en pleine réflexion, je réfléchissais. Et puis après, je me suis dit, il n'y a pas plus simple que de revenir sur ses propres valeurs. Mais quand je parle de revenir,
c'est pas de revenir directement, parce que pour moi, j'étais toujours dans le game parce que j'avais d'autres activités qui n'étaient pas dans le cadre du textile. Mais j'ai voulu revenir dans le textile parce que je me suis dit, il se passe quelque chose. Parce que moi, en tant aux États-Unis, je voyais que bon, les petits frères commençaient à développer des lignes de vêtements et je voyais certaines personnes qui commençaient à prendre mon chemin et qui se débrouillaient pratiquement aussi bien que ce que je faisais dans le passé. Et là, je parle pour les Uncut, les Distinct, enfin, toutes ces marques-là qui sont là, qui émergent et qui commencent à faire parler d'eux. Sans oublier Watibi, enfin tout le truc. Donc moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit bon, il y a peut-être moyen de venir, mais peut-être pas sur leur même terrain qu'eux, parce qu'aujourd'hui, moi, en aucun cas, j'essaie de revenir pour concurrencer leur travail. Voilà, ce qu'ils font, ils le font bien, et eux, ils sont en plein dedans. Comme on dit, aujourd'hui, je ne vais pas venir, je ne vais pas m'amuser à 41 ans et essayer de courir plus vite qu'un jeune de 20 ans, il ne faut pas déconner. Donc moi, aujourd'hui, j'ai construit quelque chose, j'ai construit un nom, j'avais tout un univers autour de moi, il y a certains éléments qui sont partis, mais dans ce milieu-là, je pense être l'un des précurseurs. Ouais. Voilà. Justement, en parlant de ton nom, j'ai lu quelque part que Ernest, ils étaient aussi chez J.I.J. Ouais. Et que finalement, j'ai lu qu'ils ont préféré bosser avec J.I.J. parce que ils mettaient plus l'accent sur ses vêtements et toi, tu mettais plus l'accent sur ta personne. C'est pas vraiment ça ce qui s'est passé. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle des marques comme Ernest, à la base, c'est une marque de sport. Il est entré dans un milieu sportif, mais à un moment, pour faire du chiffre, il était obligé au moment de faire du streetwear. Aujourd'hui, quand on parle d'Ernest, derrière, il y a une personne qui s'appelle Malamine Koné, qui lui aussi, même si aujourd'hui c'est une marque qui ne porte pas son nom, essaie de communiquer sur sa personne. Voilà. Après, que J.I.J. ont changé de politique, moi ça n'a jamais venu à mes oreilles. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait la pluie et le beau temps en mettant mon nom et en vendant tout mon bagage de la rue. Voilà. Après, peut-être que ça leur a posé un problème. Ça, je ne l'ai jamais ressenti. Après, moi, à un moment, j'avais un choix. Je pouvais très bien rester. Mais je ne pouvais pas rester en mangeant des cacahuètes. Et à un moment, je me compare comme un artiste de musique. Dans une maison de disques, tu signes un album. Tu en signes 2. Si tu vois que tu fais des hits, à un moment, il y a des mecs qui vont dire, écoute, monte ton label et peut-être que par la suite, tu vas commencer à produire des artistes et à t'autoproduire toi-même. Et je pense qu'à un moment, il m'a fallu du temps, parce que commencer à gagner de l'argent très vite. Il y a forcément un moment où on pète les plombs, où voilà, on dépense à tout va, etc. Après, on est rattrapé par plusieurs choses. C'est ce qui m'est arrivé, bien sûr, ça je le reconnais. Et puis, et j'ai même la chance que ça m'est arrivé, parce qu'il y a certaines personnes dans leur vie, ça va peut-être pas leur arriver. Et aujourd'hui, avec l'âge, on voit ces erreurs et on se dit, voilà, il y a peut-être certaines choses que je ferais différemment. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce qui me reste, c'est mon nom. Et les valeurs que j'ai véhiculées autour de mon nom. Il y a certaines choses qui ont été très positives, comme d'autres choses qui ont été négatives. Et déjà, arriver à s'autocritiquer soi-même, c'est déjà quelque chose de bon. Et ayant fait un bilan de mes 10-15 années d'activité d'entrepreneur, je me suis dit, si aujourd'hui je dois remettre une ligne de vêtements, il faut que je sois à la tête de cette entreprise. Je ne veux plus être là à attendre, entre guillemets, mes royalties. Pour moi, les royalties, c'est un salaire. Quel qu'il en soit, même si c'était ma marque de vêtements, même si c'était mes produits, à la fin du mois, j'allais, on me donnait le salaire qu'il fallait. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment contrôler la machine, me contrôler moi-même. Donc aujourd'hui, je dirais pas que c'est une expérience. Aujourd'hui, je viens vraiment sur le marché avec un produit que je contrôle de la tête aux pieds. De toute façon, à l'époque, c'était normal. Je veux dire, c'était pas une honte, t'étais jeune, t'étais Ouais. avec un gros distributeur. C'est un peu normal. Si t'avais fait tout seul, je pense que t'aurais pas fait tout ce que t'as fait derrière. Je pense, ouais. Voilà, Tu vois. voilà. Donc c'est ça qui est bien. Et tout à l'heure, vite fait, t'as dit que t'étais avec la NBA. Tu peux nous dire comment ça s'est terminé? T'as fait combien de temps avec eux? J'ai fait 7 ans avec eux. 7 ans. Ouais. Bah, moi, là, le contrat de la NBA, en fin de compte, c'était des contrats renouvelables. Le contrat de la NBA, il s'est arrêté tout simplement, c'est parce qu'à un moment, il y a Adidas qui est arrivé, qui a récupéré et qui a mis tout le monde dehors. Aussi bien les petites marques comme moi que les Nike, Reebok, ils ont mis tout le monde dehors. Et aujourd'hui, Adidas ont pris le monopole. Donc ils ont un contrat avec eux sur un certain nombre d'années avec un gros chèque à la clé. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton activité?
Ben, mon activité aujourd'hui, elle est au sein de mon fonds d'investissement dans lequel, on va dire, on prend des prises de participation auprès de jeunes créateurs issus de la haute couture. Donc on travaille sur les business plans, on prend des parts, on accompagne, et puis après derrière on vend. Voilà, ça c'est une activité financière que je découvre depuis 3-4 années, et les choses commencent à se mettre en marche là, depuis le mois de septembre. Voilà. Et derrière, après ayant des fonds, ben, aujourd'hui j'ai relancé l'activité DIA, mais dans la fabrication, dans la conception du produit, à la vente finale. D'accord. Voilà. Et du coup, ce sera quoi? Ce serait du streetwear, du... Non, c'est prêt-à-porter? C'est une ligne de prêt-à-porter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la marque Dia, c'est quoi? C'est la marque Dia, c'est une marque qui est, on va dire, les gens qui ont vécu qui ont vécu l'épopée Dia, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans, on va dire. Donc aujourd'hui, leur mettre le plat du jour avec des suites placards des Dia, ils ont assez donné. Et je pense qu'ils sont encore assez dans les placards. Non, aujourd'hui, c'est une marque qui évolue. Même moi, ma façon de m'habiller, elle a complètement évolué. Alors, sur cette ligne de vêtements, il y aura des produits, entre guillemets, dites de rue, mais il y aura vraiment une évolution concernant les matières, concernant la qualité du produit et concernant le design. Voilà. Et puis, je vais plus faire comme je l'ai fait à l'époque, balancer le produit partout et mettre ma gueule partout dans la télévision. Non. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en avant mes qualités de styliste, montrer vraiment les matières que j'utilise et faire un vrai truc, avec une distribution sélective. Et voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de Watibé, Uncut et Distinct. Est-ce que c'est eux qui t'ont un peu remotivé? Et comment tu te places par rapport, par exemple, à ces trois marques? Qui m'ont motivé, je dirais oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de savoir qu'il y a des frères qui prennent le relais et qui font très bien leur travail. Ça, c'est, on va dire, c'est encourageant. Et ça prouve que voilà, ce que j'ai fait, c'était pas un phénomène de mode. Et aujourd'hui, je pense qu'ils font très bien la chose. Alors, oui, quand je vois ça, bien sûr, ça me motive. Parce que je me dis, peut-être que le chapitre textile n'est pas fini. Voilà. Aujourd'hui, ils mettent leurs produits à disposition de leur clientèle. Mais il y a une autre clientèle qui peut-être ne se retrouve pas dans leurs produits, mais peuvent se retrouver dans les miens. Et quand je parle des miens, c'est pas parce que mes produits seront d'une qualité supérieure, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que moi, aujourd'hui, je vais peut-être plus parler à une génération qui est encore dans le milieu, mais qui voudront pas forcément porter des produits dans lesquels on associe directement à un univers musical. Voilà. Moi, aujourd'hui, de l'environnement sectoral, j'ai su sortir de là en expliquant que voilà, je suis dans l'univers du sport américain, je suis dans l'univers musical international, et à un moment dire voilà, je suis dans l'univers du textile. Voilà. Parce qu'entre-temps aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est que j'ai fait un défilé au Carrousel du Louvre, histoire de dire que voilà, la rue peut aussi bien partager les mêmes valeurs que les grandes maisons comme Louis Vuitton et Yves Saint Laurent, et on peut très bien avoir notre place là-bas. Donc moi, dans la carrière d'entrepreneur, je me suis toujours battu pour que mes produits soient aussi bien portés par les gens du ghetto que les gens du 16e arrondissement. Et je pense que j'ai très bien fait mon travail. Aujourd'hui, cette génération-là, elle a grandi. Et cette génération-là, elle est peut-être encore dans l'esprit de sportswear, de vêtements de rue, mais aujourd'hui, une personne de mon âge, elle ne pourrait peut-être pas porter certains produits que font mes concurrents, enfin que font ce que font les marques actuelles, quoi. Voilà. Et quel regard tu portes maintenant sur le streetwear américain? Parce qu'il n'y a pratiquement plus de streetwear américain. Et tu as des gars comme des Kanye West qui mettent des jupes en cuir. Moi, c'est que Givenchy. Ah ouais, ça c'est vrai. Ils font des suites à 700 €. Il y a Saproki. Donc, quel regard tu portes sur tout ça? Ben, moi, justement, c'est là que je me suis dit, c'est peut-être pas fini en Amérique. Parce qu'aujourd'hui, il y a
il y a une place, il y a une grande place qui s'est dégagée. À un moment, putain, pour aller aux États-Unis, c'était toute une histoire. Hein. T'avais Academics, t'avais Rockauer, t'avais Sean Jones, t'avais tout le monde qui était là. Et bon, le marché américain, il est balèze, donc chacun arrivait à avoir une part du gâteau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Il reste Sean Jones et Rockauer qui ont des deals avec Macy's. Et il y a une grande place. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans les magasins à Harlem, à part du Jordan, il n'y a rien. C'est des vêtements sans marque. Voilà. Et la clientèle aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle s'habille en sport, ou soit elle va s'acheter des produits haut de gamme, Louis Vuitton, etc. Et je sais que si aujourd'hui il y a un mec qui fait bien son travail et qui fait des produits qui leur conviennent, de qualité, etc., je pense qu'il y a une place. Et c'est tout ça aussi qui m'a donné envie de revenir. Je dis merde, il y a une place qui s'est faite aux États-Unis, donc il y a forcément une place en France, il y a forcément de l'argent à avoir, à gagner. Et là, j'y vais en tant qu'entrepreneur, pas en tant que créateur ou personne qui veut reprendre sa place. Je ne suis pas là pour récupérer ma place. Moi, je suis là pour faire du business. Et c'est mon œil de visionnaire qui dit, aux États-Unis, c'est mort. Il y a un gros trou. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent plus passer par l'étape de vêtements de rue, ils veulent passer carrément par la haute. Ouais. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens du prêt-à-porter de la rue ne font plus des vêtements qui leur conviennent. Ouais. Voilà. Et on a les gens d'en haut qui font des vêtements pour les gens d'en bas. Ouais. Et il y a un trou, il y a une case. Et je me dis, cette case-là, il y a un truc à faire. Et je me suis dit, voilà, si aujourd'hui, j'arrive, avec mes produits, à répondre à cette demande-là, je pense qu'après, d'ailleurs, peut-être que j'aurai des opportunités à rentrer sur le marché américain peut-être plus facilement, et voire même avec mon propre nom. Voilà. Ah ouais, donc la marque s'appellera Dia toujours. Ah ouais, moi Dia à mort. Ah, je m'appelle Mohamed Dia, je resterai à mort. Et puis ça m'a permis aussi de faire d'autres choses. J'ai développé aussi des sociétés de fabrication en Inde. Et maintenant je me rends régulièrement en Inde pour suivre la conception de mes produits. Voilà, donc c'est des choses que je ne faisais pas dans le passé. Avant je cherchais même pas à savoir où mes produits étaient faits. Hein. Moi, je venais, dès que les produits arrivaient, je mettais ça, j'allais, et à la fin du mois, je prenais l'oseille. Et je m'occupais que du textile et de la communication, ce que je savais très bien faire. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe, et je gravite autour. Donc j'ai des gens qui gèrent la communication, j'interviens quand il faut que j'intervienne. J'ai des gens, je ne suis pas seul, hein, parce que quand je crée mes sociétés, j'ai des associés. Donc j'ai mes associés aussi qui sont en Inde, donc j'interviens, je viens. Mais je reste actionnaire majoritaire de mes entreprises. Je crois que tu avais monté aussi une sorte de fondation, je me rappelle bien, je suis pas sûr, à l'époque avec où Kerry en parlait. Oui, on avait monté, ouais, à Noël, on allait voir, c'était un super projet, c'était un super concept que Kerry James avait mis en place, dans lequel après, moi, je ramenais tous mes partenaires, où on offrait des cadeaux aux jeunes à Noël. Tant que la deuxième France s'éveille, j'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on le livre nous-mêmes. C'était quoi? C'était un truc des jeunes en difficulté Jeunes en difficulté, et non, c'est pas ça, c'était pas les jeunes en difficulté, c'est tous les jeunes qui avaient des très bons résultats, je me rappelle. Ah, c'est comme là ce qu'il fait actuellement avec son association ACES, un truc comme ça. Jeunes entreprendre, enfin pour donner des bourses aux jeunes pour. C'était voilà, exactement, voilà. Continuer leurs projets, leurs études, etc. Je sais pas si leurs études. Ok. Et juste un dernier truc, vite fait, il y a les magasins Dia. Ouais. Qui existent et tout. Moi, à chaque fois que je vois ça, je pense à toi. Est-ce que ça te. Ça m'a jamais posé de problème. Il y avait les magasins Champion, il y avait la marque Champion. Ouais. En plus, j'ai appris qu'ils ont fait dépôt de bilan. Donc là, ils sont en train de progressivement changer de nom. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Je dirais même que c'est même eux qui me suivent. Parce que je me rappelle à l'époque, chaque fois que je communiquais dans le métro, derrière eux, ils arrivaient, ils communiquaient avec une force de frappe plus balèze que la mienne. Donc voilà, non, ça m'a jamais posé de problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui achetaient les produits Dia et qui vont acheter les produits Dia, ça fait la différence entre un produit Dia. Un produit, on va dire, alimentaire Dia et un produit. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais au contraire, il y a des gens qui pensaient que j'étais actionnaire de Dia. J'aurais bien voulu être. Malheureusement, non. Et donc voilà, si c'était à refaire, tu ferais tout pareil? Si j'étais à refaire, je referais tout pareil. Il y a certaines choses que je ferais différemment, mais je pense que dans l'ensemble, je ferais pareil. Voilà. C'est ce qui fait que j'ai pu exister dans mon temps et que je suis encore là aujourd'hui. Et que j'ai toujours encore des idées. Okay. Voilà. No limit to my money, I should get a tank. They walk me through the back, entering the bank. Chase.
base, running errands, so I'm giving Hank. Safe. That's a hit, had him hit, lead a nigga playing. He got 6 feet, I got 6 figures. Nothing less than 6 shots coming out the hip. Life a trip, life a gamble, I'm a big chip. $1,000 hand risk later, bitch nigga. You never seen nothing like this. Splash Brothers with the aim. I wish a nigga would, boy.